Au plus profond de notre cerveau se trouve un organe aussi minuscule que mystérieux, qui a captivé philosophes, scientifiques et leaders spirituels pendant des siècles. C'est cet endroit où, comme le disait René Descartes, réside l'âme. Si l'homme est une machine, il doit y avoir un organe dans cette machine qui le connecte au spirituel. Son importance est encore plus grande que ce que l'on pensait pour notre santé et influence grandement notre sens de la spiritualité. Elle possède des cellules photoréceptrices qui interagissent avec l'énergie photonique du soleil. Elle est capable de nettoyer et d'éliminer les métaux lourds présents dans notre cerveau. Un dommage notable est la calcification, qui implique l'accumulation de dépôts de calcium affectant et atrophiant ses fonctions, en particulier dans les organes qui filtrent le plus le sang. Cela peut augmenter jusqu'à 4 fois le risque de développer un cancer du sein. Plongez dans votre cerveau et découvrez tous les mystères dans ce documentaire sur l'une des parties les plus énigmatiques et surprenantes du corps humain, la glande pinéale. Bien que la science moderne ait clarifié la fonction physiologique de la glande pinéale, sa signification symbolique et spirituelle a un fond historique important qui continue de générer débats et spéculations dans diverses traditions culturelles et spirituelles. En faisant un bref rappel historique, on sait que pour les anciens Égyptiens, la glande pinéale était associée à l'œil d'Horus, un symbole de protection, de santé, de restauration, de pouvoir et de connaissance divine. En parallèle, et de manière frappante dans la tradition védique de l'Inde, la glande pinéale était également considérée comme le troisième œil ou chakra ajna, le centre d'énergie responsable de l'intuition, de la sagesse et de la perception spirituelle. Selon les anciens textes védiques, la lumière intérieure du chakra ajna n'est pas une lumière physique, mais une lumière de la conscience et de la connaissance. Cette description d'une lumière intérieure dans la glande pinéale est étonnamment cohérente avec les recherches modernes sur la capacité possible de la glande pinéale à produire du DMT, une substance qui peut induire des expériences visionnaires et des états de conscience élevés. Dans la philosophie grecque, la glande pinéale est vue comme le siège de l'âme et le point de connexion entre le corps et l'esprit. Platon lui-même l'appelait le siège de l'âme rationnelle, une idée qui, avec des nuances, a perduré pratiquement jusqu'au Moyen Âge et à la Renaissance, comprise comme le point de connexion entre le corps et l'âme, lui attribuant des pouvoirs spirituels et mystiques. Si nous nous interrogeons sur la dimension spirituelle de la glande pinéale, nous disons déjà beaucoup de choses. Pour commencer, nous parlons d'une possibilité, mais aussi d'un fait, car la glande pinéale est historiquement, dans l'imaginaire, et surtout pour les philosophes, mais aussi pour les psychologues, cet endroit où, comme le disait Descartes, réside l'âme. Lorsque Descartes, dans le rationalisme, pense que l'homme est une machine et dit des choses aussi poétiques que les chiens sont des machines à aimer, la question se pose. Si l'homme est une machine, quelle est sa connexion avec le spirituel? Il doit y avoir un organe dans la machine qui le connecte au spirituel. Alors, il se pose le problème de la res cogitans et de la res extensa, et dit que l'endroit où réside l'âme, où est l'âme dans le corps, est là où se trouve la glande pinéale. On pensait que c'était l'endroit où résidait l'esprit divin dans le corps de l'homme. Aujourd'hui, dans les courants spirituels orientaux comme l'hindouisme et le bouddhisme, la glande pinéale est perçue comme un centre d'énergie qui joue un rôle dans l'activation de la conscience supérieure et de la perception spirituelle. On croit que son activation à travers la pratique de la méditation et du yoga conduit à des états d'illumination et de connexion avec le divin. La méditation est l'un de ces outils qui est extrêmement efficace pour stimuler la glande pinéale. Lorsque nous stimulons la glande pinéale, que pouvons-nous atteindre? Nous pouvons atteindre une capacité de concentration hors du commun, moins de distractions, une plus grande capacité d'empathie, une plus grande capacité d'imagination, une créativité accrue, une plus grande capacité à maintenir notre attention sur ce que nous voulons, une tranquillité et une sérénité difficiles à atteindre, surtout dans ces temps que nous vivons. Une glande pinéale fonctionnelle est une glande pinéale qui nous permet de nous connecter spirituellement. Cela serait une glande pinéale fonctionnelle. Une glande pinéale qui n'est plus fonctionnelle est une glande pinéale qui ne nous permet plus de nous connecter spirituellement. Nous n'aurions pas ce libre arbitre. La glande pinéale a également été l'objet de spéculations dans les théories ésotériques, étant considérée comme un centre d'énergie psychique et spirituelle, et son activation peut conduire à des expériences d'expansion de la conscience
et à la perception extrasensorielle. À l'inverse, beaucoup croient que sa détérioration limiterait la capacité humaine à atteindre des états de conscience élevés, et donc maintiendrait la population inerte ou endormie spirituellement. Qu'est-ce que la glande pinéale? La glande pinéale est une petite structure endocrine située au centre du cerveau, juste derrière et au-dessus de ce que l'on appelle le thalamus, une zone qui aide à traiter toutes les informations provenant de nos sens et les transmet à d'autres zones cérébrales. Bien qu'elle soit minuscule, sa fonctionnalité dans l'organisme humain est significative et essentielle. Cet organe neuro-endocrinien que nous avons au centre, juste au centre géographique du cerveau, que certains appellent le troisième œil, est connu parce qu'il est responsable de la production de mélatonine, ce neurotransmetteur qui nous permet d'entrer dans un sommeil profond, de dormir, de nous reposer et de régénérer le cerveau. Anatomiquement, la glande pinéale a une forme de cône et mesure environ entre 5 et 8 mm de longueur chez les adultes. Elle est recouverte d'une couche de tissu conjonctif, entourée de petits vaisseaux sanguins, et est principalement composée de pinéalocytes, les cellules neuroendocrines responsables de la production et de la sécrétion de mélatonine, connues comme l'hormone de l'éternelle jeunesse. Qu'est-ce qui est le plus important dans la glande pinéale? Eh bien, la glande pinéale, avec sa production de mélatonine, est cette glande qui régule précisément les rythmes circadiens et qui indique au corps à quel moment de la journée nous sommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est connue comme le troisième œil. Ce qui est clair, c'est que la glande pinéale, et ici il y a un consensus scientifique, a à voir avec la production de mélatonine. Cela va permettre à la glande d'être une collaboratrice dans la structuration du sommeil, de la structure du repos. La glande pinéale va avoir une fonction fondamentale. En plus de la production de mélatonine, la glande pinéale, malgré sa petite taille, joue de nombreuses fonctions biologiques essentielles dans le corps humain, comme la synchronisation des rythmes circadiens, qui affectent pratiquement tout, de la digestion à la fonction cognitive. Elle a également une influence notable sur le système reproducteur, car elle influence la libération d'hormones sexuelles et affecte la puberté et le cycle menstruel. Certaines études suggèrent que la glande pinéale pourrait jouer un rôle dans la régulation de l'humeur et de la santé mentale, et elle a également un rôle dans la modulation du système immunologique, car la mélatonine influence la réponse immunitaire et a des propriétés anti-inflammatoires. L'un des facteurs qui influence beaucoup la production de mélatonine est notre niveau de stress. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, une personne très stressée va avoir de l'hypertension, de l'inflammation, car cela réduit le système immunitaire. Et lorsque l'activité de notre système immunitaire est réduite, nous sommes immunodéprimés par le stress, surtout lorsqu'il se prolonge jour après jour. Nous allons avoir des niveaux de cortisol déséquilibrés. Au début de ces phases de stress, nous aurons un cortisol très élevé le matin, et cela va influencer tout le reste. Cela va influencer notre système immunitaire, la capacité de notre système immunitaire ou de notre système d'équilibre à nous maintenir en équilibre. Cette production de mélatonine va également dépendre de l'état de notre système immunitaire. Un système immunitaire altéré avec le temps va produire de l'inflammation. Entrons maintenant un peu plus en profondeur dans la relation entre la glande pinéale et la mélatonine. La mélatonine est une hormone cruciale pour la régulation du sommeil, produite principalement par la glande pinéale dans le cerveau. Elle régule les cycles de sommeil et d'éveil, synchronisant notre horloge biologique avec le cycle du jour et de la nuit. Dans des conditions d'obscurité, la glande pinéale augmente sa production de mélatonine, ce qui génère de la somnolence et prépare le corps à dormir. À l'inverse, l'exposition à la lumière, qu'elle soit solaire ou artificielle, supprime la production de mélatonine, ce qui aide à rester en état d'alerte et nous maintient éveillés. C'est pourquoi le cycle de production de mélatonine est beaucoup plus élevé pendant la nuit. Il commence à augmenter vers 23 heures et atteint son maximum de production entre 2 et 4 heures du matin. À partir de 4 heures du matin, il commence à diminuer légèrement, et au moment où nous sommes exposés à la lumière bleue, la production de mélatonine chute complètement. Alors, combien de temps après avoir éteint la lumière, la glande pinéale commence-t-elle à produire de la mélatonine? La réponse est basée sur l'interaction complexe entre les stimuli environnementaux et les processus biologiques internes, qui varient entre les individus,
mais ce serait environ 30 minutes après l'apparition de l'obscurité. Par conséquent, pour bien dormir et avoir un sommeil réparateur, il est bon de minimiser la quantité de lumière et l'utilisation d'appareils électroniques auxquels nous sommes exposés. Les experts recommandent de le faire au moins 1 heure avant de se coucher. Ceci est très important, étant donné que l'équilibre du rythme circadien influence une variété de fonctions physiologiques et biologiques, comme la température corporelle, la pression artérielle, le métabolisme et l'activité cérébrale. L'idéal, le matin, le plus tôt possible, est de s'exposer à la lumière et de laisser la lumière du soleil nous toucher si elle est déjà levée. Une lumière claire, pourquoi? Parce que cela réajuste notre rythme circadien, le rythme circadien de notre noyau suprachiasmatique, qui est cette horloge maîtresse. Ensuite, toutes les cellules ont différents gènes qui régulent ou maintiennent, pour ainsi dire, l'heure qu'il est. Et en fonction des heures, il y a certaines choses que le corps fait, et d'autres qu'il fait lorsque l'heure change. Eh bien, cela se produit en fonction de ce que l'œil détecte de la lumière qu'il perçoit. Par conséquent, si tôt le matin nous nous exposons à la lumière du soleil, et qu'elle nous touche non seulement les yeux mais aussi la peau, notre rythme circadien va s'ajuster. Il y a un décalage qui, chez certaines personnes, peut atteindre 1 heure par jour, et cela se régule, se réajuste. C'est comme si nous remettions notre horloge biologique à l'heure. En parallèle, la glande pinéale influence l'activité d'autres glandes endocrines et la production d'hormones comme le cortisol, l'hormone de croissance et les hormones sexuelles. La mélatonine a des effets modulateurs sur le système endocrinien, ce qui affecte la fonction immunitaire, le métabolisme et l'humeur. Elle a également de puissantes propriétés antioxydantes et agit comme un protecteur neuroendocrinien dans le cerveau. La mélatonine produite aide à protéger les cellules nerveuses du stress oxydatif et des dommages causés par les radicaux libres, favorisant la santé cérébrale et prévenant son vieillissement prématuré. En réduisant l'environnement inflammatoire des cellules, elle devient un puissant antitumoral. Le troisième œil est une expression qui fait référence à un centre de perception de la conscience qui va au-delà des 5 sens physiques. C'est un concept multifacétique qui englobe à la fois des aspects spirituels et métaphysiques, ainsi que biologiques et physiologiques. Pour certaines personnes, il représente une porte vers la perception spirituelle et la sagesse intérieure, tandis que pour d'autres, il se réfère à une structure identifiable dans le cerveau humain avec des fonctions spécifiques. Sa signification et son interprétation varient selon la tradition culturelle, la perspective spirituelle et la compréhension individuelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, comme l'hindouisme, le bouddhisme et certains courants du mysticisme occidental, le troisième œil est considéré comme un noyau d'énergie ou un point de perception spirituelle situé dans la zone du front, juste entre les sourcils. On croit que cet œil interne confère une perception intuitive, une compréhension plus profonde de la réalité, au-delà de ce qui peut être perçu de manière évidente. Dans ce contexte, le troisième œil est associé à la clairvoyance et au développement de l'intuition. D'un point de vue biologique, le terme « troisième œil » a également été utilisé pour désigner la glande pinéale. Cette structure endocrine située au centre du cerveau ne semble pas être un hasard si la glande pinéale se localise dans la zone anatomique qui coïncide avec l'emplacement traditionnellement associé au troisième œil. Il y a de nombreuses références qui suggèrent que la glande pinéale a une connexion avec la perception extrasensorielle et nous permet également d'avoir cette connexion, cette intuition, cette connexion spirituelle pour ceux qui sont croyants avec cet être supérieur, avec Dieu, et pour d'autres simplement avec la source ou avec l'univers. Cela dépend évidemment des goûts et des croyances, mais sans aucun doute, la glande pinéale serait ce portail, et cela est assez démontré, car lorsque la glande pinéale est calcifiée, il est beaucoup plus difficile d'établir cette connexion. Dans la culture populaire et la spiritualité contemporaine, le troisième œil est souvent interprété comme un symbole de conscience élargie, d'éveil spirituel et de connaissance de soi. On croit que l'activation ou l'ouverture du troisième œil conduit à des expériences de conscience altérées, une plus grande lucidité mentale, une augmentation de l'intuition et une sensation de connexion avec le divin ou le transcendantal. Comme tout notre organisme, la glande pinéale s'use et vieillit au fil du temps. Mais ces processus naturels et multifactoriels
peuvent être accélérées par notre style de vie actuel. Au niveau scientifique, plusieurs causes ont été identifiées qui conduisent à la détérioration et au vieillissement de la glande pinéale. Un dommage notable est la calcification, un processus qui implique l'accumulation de dépôts de calcium qui affecte et atrophie ses fonctions, provoquant un effet domino de déclin dans notre santé. D'autre part, l'inflammation est ce qui calcifie le plus la glande pinéale. Une réponse associée à l'exposition constante à divers toxiques présents dans de nombreux produits que nous consommons ou qui nous entourent dans notre quotidien, tels que l'aluminium, le glyphosate ou la radiation, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque fois que ce processus inflammatoire est actif, la glande pinéale va cesser de produire de la mélatonine et un processus de calcification va s'activer. Évidemment, l'âge est un facteur biologique auquel personne n'échappe. Chez de nombreux adultes âgés, la glande pinéale est souvent significativement calcifiée. Le problème apparaît lorsqu'une calcification similaire est observée chez des personnes plus jeunes, ce qui indique que nous sommes exposés à des éléments hautement toxiques. Nos mauvaises habitudes inconscientes n'aident pas non plus, et l'ensemble accélère le vieillissement, pouvant se manifester par l'apparition d'une démence dégénérative précoce, entre autres symptômes. Pour mieux comprendre, nous pouvons le faire de la manière suivante. Si nous regardons l'image que nous avons maintenant à l'écran, dans cette image, nous voyons 4 sections où nous voyons la calcification à différents stades. La première est un enfant. Il y a peu de calcification dans la glande pinéale, seulement la couche externe. Ensuite, la suivante serait une personne adulte, puis une personne âgée, et ce que nous voyons en bas à droite est la calcification d'un os. Jusqu'à il y a peu de temps, on pensait que lorsque la glande pinéale se calcifiait, le type de calcification qui se produisait était comme dans les os, et maintenant nous savons que ce n'est pas le cas. La calcification que vous pouvez voir dans la 3e image, en bas à gauche, est une calcification beaucoup plus intense, très similaire ou beaucoup plus similaire à la dentine des dents qu'à la matrice osseuse, qui est beaucoup plus poreuse, comme vous pouvez le voir dans l'image en bas à droite. Certains signes à surveiller pour détecter que la glande pinéale pourrait être en danger sont les oublis dans la mémoire immédiate, un manque notable de concentration, des difficultés à entrer en phase de sommeil profond, certains problèmes d'insomnie comme de nombreux réveils, ou le fait d'avoir beaucoup de mal à s'endormir. La logique est simple. Si la glande pinéale ne fonctionne pas correctement, elle ne produit pas de mélatonine. Sans cette hormone, le cerveau ne se nettoie pas pendant la régénération nocturne. Les niveaux de toxicité augmentent dans tout le corps. Le processus inflammatoire se déclenche et la calcification commence. Il y a au moins 15 types de toxicité qui affectent le cerveau et l'organisme, déclenchant des processus d'inflammation temporaire qui deviennent facilement chroniques. Mais pourquoi cet organe est-il si important? La calcification de la glande pinéale est liée, entre autres causes, à l'irrigation sanguine qu'elle reçoit, car c'est le 2e organe du corps qui filtre le plus de sang après les reins. Le grand problème de santé et de bien-être qui se génère à cause de cette calcification de la glande pinéale provient surtout de la présence de toxiques dans notre environnement. Cela mérite une attention particulière au plus important. L'exposition continue au fluorure, présent dans des choses aussi courantes que l'eau ou le dentifrice, rend difficile d'échapper à leur consommation. Ce minéral est hautement réactif et ne se trouve jamais sous sa forme élémentaire dans la nature. Le fluor est principalement connu pour ses bienfaits sur la santé dentaire, mais comment aide-t-il exactement nos dents? On suppose que le fluor renforce l'émail dentaire, la couche externe dure des dents, la rendant plus résistante aux attaques acides produites par les bactéries dans la bouche. Cela aide à prévenir les caries dentaires, et c'est la raison pour laquelle il est inclus dans tous les dentifrices, bien qu'il soit en réalité un poison très nocif pour la santé. Et comme le fluor a une certaine affinité pour le calcium, il va se lier au calcium que nous avons dans le sang. Et devinez où il va se déposer? Vous l'avez deviné, il va surtout se déposer dans les organes qui filtrent le plus le sang, en particulier dans la glande pinéale. La fluoration de l'eau est le processus d'ajustement de la concentration de fluor dans l'approvisionnement public en eau pour prévenir les caries dentaires. Ce processus a été adopté dans de nombreux pays comme une mesure de santé publique. Le saviez-vous? Si nous parlons ici de l'Espagne, où c'est légal et où il est publié que cela se fait, les communautés autonomes de Murcie, par exemple, l'Andalousie, l'Euskadi et l'Estrémadure,
sont celles qui, officiellement, dans toute la communauté autonome, dans toutes leurs eaux publiques, ajoutent ce fluor. La fluoration de l'eau a commencé aux États-Unis dans les années 1940, après qu'il a été observé que les communautés avec des niveaux naturels de fluor dans l'eau avaient des taux de caries plus faibles. De multiples études ont montré qu'elle réduit l'incidence des caries dentaires chez les enfants et les adultes d'environ 25%. Cela vaut-il vraiment la peine d'empoisonner massivement pour réduire un théorique 25% de l'incidence des caries? Nous subissons également un bombardement continu d'aluminium, présent dans les vaccins infantiles, les canettes, les poêles anti-adhésives, les cosmétiques et d'autres produits d'usage ordinaire. L'aluminium est l'un de ces métaux lourds qui ne devraient pas être dans notre corps. Il est très abondant dans la croûte terrestre, mais il est profondément enfoui, et ce que nous avons fait au cours des dernières décennies est de commencer à utiliser l'aluminium de plus en plus fréquemment. L'aluminium seul est capable d'inhiber la production de mélatonine, et l'aluminium est hautement inflammatoire dans le cerveau. Les aliments en contact avec des ustensiles, le papier d'aluminium et les poêles en aluminium peuvent également contenir des traces de ce métal, surtout s'ils sont utilisés pour la cuisson ou le stockage d'aliments acides. De plus, les usines de traitement de l'eau utilisent parfois du sulfate d'aluminium pour clarifier l'eau potable. Bien que les niveaux d'aluminium dans l'eau traitée soient généralement bas, ils peuvent contribuer à l'apport total d'aluminium. Enfin, certains médicaments, comme les antiacides et les adjuvants dans les vaccins, contiennent des composés d'aluminium. Environ la moitié des vaccins du calendrier vaccinal infantile et ceux de toute une vie, certains d'entre eux, contiennent des sels d'aluminium. Nous ne pouvons pas oublier les déodorants et antitranspirants qui contiennent souvent des sels d'aluminium pour réduire la transpiration. Comme il est très complexe de l'éliminer ou de le chélater, c'est-à-dire de l'arracher avec une substance chimique qui le lie, il vaut mieux prévenir que cela n'arrive. Donc, tout ce qui est source d'aluminium, tout ce qui nous apporte au corps ce dont nous n'avons pas besoin, nous n'en avons définitivement pas besoin, car aucune biologie n'a évolué en ingérant l'aluminium. C'est quelque chose de récent, donc notre corps n'est pas préparé, il ne sait pas comment le gérer. Le glyphosate est un herbicide largement utilisé en agriculture, connu pour son efficacité dans le contrôle des mauvaises herbes. Cependant, sa présence dans le corps humain a généré des inquiétudes et des débats. Nous avons un microbiote, et le microbiote est cette population de bactéries, entre autres choses, mais concentrons-nous sur les bactéries que nous avons dans notre intestin. Que fait le glyphosate? Comment affecte-t-il toutes ces bactéries? Il y a des bactéries qui nous aident à produire et à absorber le tryptophane. Le tryptophane est cet acide aminé qui est un précurseur de la sérotonine et aussi de la mélatonine. Eh bien, il a été démontré que le glyphosate affecte ces familles de bactéries qui sont nécessaires pour absorber le tryptophane. Donc nous allons avoir un problème dans la production de sérotonine et un problème dans la production de mélatonine et aussi de DMT, car le tryptophane est également le précurseur du DMT. C'est-à-dire que tout ce que notre glande pinéale fabrique, ou pratiquement tout, provient du tryptophane, et le glyphosate est un ennemi direct. D'où provient principalement le glyphosate que l'on trouve dans notre organisme? Le glyphosate est l'ingrédient actif de nombreux herbicides, comme le célèbre Roundup. Son utilisation s'est répandue dans le monde entier depuis son introduction dans les années 1970, en raison de son efficacité dans l'élimination des mauvaises herbes et de son rôle dans l'agriculture moderne. La principale voie d'exposition au glyphosate pour la plupart des gens est la consommation d'aliments contaminés, présents dans les cultures traitées avec cet herbicide. Les aliments les plus couramment contaminés comprennent les produits dérivés de cultures génétiquement modifiées, comme le maïs, le soja et le colza, qui ont été modifiés pour résister au glyphosate. Une autre source significative d'exposition au glyphosate est l'eau potable contaminée, ce qui conduit à la calcification de la glande pinéale. Nos appareils électroniques quotidiens, comme les téléphones mobiles, les ordinateurs, les routeurs Wi-Fi et les micro-ondes, émettent des radiations électromagnétiques à diverses fréquences. Les tours de télécommunications qui soutiennent nos réseaux de téléphonie mobile et Internet sont également des sources significatives de radiation et de champs électromagnétiques. Malheureusement, nous sommes de plus en plus exposés. Il est impossible d'aller n'importe où aujourd'hui sans être exposé à des champs électromagnétiques. La radiation de nos appareils Bluetooth, nos propres téléphones,
Maintenant avec la 5G, les lignes à haute tension et les sous-stations électriques, ou même de nombreux câbles que nous avons à la maison et que nous utilisons quotidiennement, émettent des champs électromagnétiques de basse fréquence. Cela n'affecte pas tout le monde de la même manière, mais il y a deux choses sur lesquelles je veux me concentrer, deux effets que cause la radiation. L'un est qu'en temps réel, elle rend la barrière hémato-encéphalique perméable. Encore une fois, nous revenons à la même chose. Une barrière hémato-encéphalique perméable, parce que nous sommes exposés à des champs électromagnétiques, au Wi-Fi de la maison. Sans aller plus loin, surtout la nuit. Eh bien, ces champs électromagnétiques vont transmettre un signal à notre glande pinéale, comme si c'était midi, inhibant directement la production de mélatonine. C'est comme si nous étions à midi pendant 24 heures par jour. Si nous ne produisons pas de mélatonine, notre cerveau ne se nettoie pas. De plus, cela rend la barrière hémato-encéphalique perméable, ce qui active tous les processus inflammatoires cérébraux chroniques, qui à leur tour font que la glande pinéale se calcifie. Causée par un déséquilibre entre la production de radicaux libres et la capacité du corps à les neutraliser, cela endommage également de manière significative les cellules de la glande pinéale. L'inflammation chronique qui découle du stress émotionnel ou d'une mauvaise nutrition sont des conditions qui augmentent les niveaux d'oxydation cellulaire et donc calcifient la glande pinéale et inhibent la production de mélatonine. Rappelons que l'exposition excessive à la lumière artificielle, en particulier à la lumière bleue émise par les écrans électroniques, affecte négativement la fonction de la glande pinéale. D'autre part, la consommation excessive de substances, comme l'alcool et d'autres drogues, a des effets négatifs sur la fonction cérébrale et sur la glande pinéale. Tout cela s'additionne. C'est pourquoi prendre nos responsabilités et améliorer nos habitudes est ce qui peut faire la différence. La question est, existe-t-il vraiment une manière pratique et accessible d'activer la glande pinéale? La réponse est oui. L'intégration de certaines habitudes et techniques est d'une grande aide pour maintenir l'équilibre de cet organe fascinant, préserver sa santé et potentialiser ses fonctionnalités. La méditation est une pratique communément associée à l'activation de la glande pinéale. On croit que maintenir le focus sur le troisième œil ou sur la glande pinéale stimule son activité et favorise des états de conscience altérés ou plus lucides pendant la méditation. Cela aide à intégrer des techniques de visualisation, par exemple, visualiser une lumière brillante dans la zone du troisième œil pour concentrer l'attention et l'énergie sur la glande pinéale. Les techniques de respiration, comme la respiration profonde et consciente, favorisent l'augmentation du flux d'oxygène vers le cerveau et stimulent l'activité de la glande pinéale. La respiration alternée par les narines peut être particulièrement bénéfique, car on croit qu'elle équilibre les hémisphères cérébraux et favorise l'harmonie dans le corps et l'esprit. L'exercice régulier, en particulier l'exercice aérobique, contribue à la santé générale du cerveau et du système endocrinien, ce qui pourrait avoir un effet positif sur la fonction de la glande pinéale. Le yoga, en particulier, est une discipline souvent associée à l'activation de la glande pinéale, car il combine des mouvements physiques avec des pratiques de respiration, de pleine conscience et de méditation. L'exposition à la lumière solaire, même visuellement à certaines heures de la journée, est cruciale pour le fonctionnement de la glande pinéale. C'est pourquoi passer du temps à l'extérieur pendant les heures de lumière, surtout le matin, est très bénéfique pour maintenir un rythme circadien équilibré et favoriser la production de mélatonine pendant la nuit, pour assurer un sommeil de qualité. Quelque chose que nous pouvons tous faire tous les soirs avant d'aller au lit est de marcher pieds nus sur la terre, sur l'herbe, pas sur un sol isolé. Il suffit de sortir dans un jardin et de marcher pieds nus. Juste 10 minutes de cela vont nous permettre de nous décharger et de nous charger d'électrons libres, qui sont des antioxydants. Cela nous permettra de désagréger les globules rouges, ce qui nous permettra de mieux oxygéner pendant que nous dormons. Et en plus, cela réduira le stress oxydatif. Réduire le stress oxydatif est fondamental pour réduire l'inflammation, surtout celle que nous avons accumulée tout au long de la journée. Certains aliments et suppléments sont associés à l'activation de la glande pinéale. Par exemple, on sait que les aliments riches en antioxydants, comme les fruits et légumes colorés, soutiennent la santé cérébrale en général. De plus, certains suppléments comme l'iode, le shilajit, le curcuma, le cacao, la chlorophylle, la vitamine D et les oméga 3
ont été liées à la santé de la glande pinéale et au cycle du sommeil et de l'éveil. Dans certaines traditions spirituelles et énergétiques, des pratiques spécifiques sont utilisées pour activer la glande pinéale et ouvrir le troisième œil. Celles-ci peuvent inclure l'utilisation de cristaux et de gemmes, des visualisations créatives, le travail sur les chakras et même le son et les fréquences, comme le son de la vibration Om. Les recherches scientifiques sur la glande pinéale continuent de se développer, mais les découvertes les plus récentes sont d'une grande importance pour notre santé globale. Il a été découvert que la glande pinéale a une interaction étroite avec le système nerveux central, y compris les zones du cerveau liées à la perception sensorielle, à la conscience et à la cognition. Des études sont en cours pour mieux comprendre comment elle communique avec d'autres parties du cerveau et comment elle affecte ses fonctions de manière plus profonde. Des études récentes suggèrent que la glande pinéale et la mélatonine pourraient être un facteur clé dans notre santé mentale, y compris la prévention de troubles de l'humeur très répandus comme la dépression et l'anxiété. Un autre domaine intéressant est la longévité. Certaines recherches suggèrent que la glande pinéale et la mélatonine ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires qui pourraient être liés au retardement des différents signes de vieillissement. Des facteurs comme une bonne hygiène de sommeil, une régulation hormonale correcte et un système immunitaire fort contribuent à ce que nous soyons en meilleure santé et plus longévifs. Le rôle de la mélatonine est décisif dans ces processus. La mélatonine, dans ce cas, est un antioxydant. En fait, c'est l'antioxydant le plus puissant que nous ayons dans notre corps. Antioxydant signifie qu'il neutralise ces radicaux libres qui augmentent le stress oxydatif ou volent des électrons des protéines et rendent ces protéines inutiles pour remplir leurs fonctions. Eh bien, la mélatonine est l'antioxydant le plus puissant qui existe, et cela signifie qu'elle réduit le stress oxydatif dans le cerveau. Un cerveau avec un stress oxydatif est un cerveau qui va avoir un processus appelé gliose réactive. La gliose réactive est un processus inflammatoire qui n'est pas approprié, car un cerveau enflammé est un cerveau qui ne va pas bien fonctionner. Ce que nous remarquerions si nous avons une inflammation ou une gliose réactive dans le cerveau, c'est que nous avons du mal à penser, à nous concentrer. Nous avons ce brouillard mental qui, malheureusement, se produit de plus en plus fréquemment. Eh bien, la mélatonine va nous aider à réduire ce stress oxydatif. Donc elle est antioxydante. La mélatonine est détoxifiante. Elle est capable de nettoyer, de balayer les métaux lourds que nous avons dans notre cerveau. Enfin, le docteur Strassman, un psychiatre et pionnier dans la recherche sur le DMT, a proposé que la glande pinéale pourrait être une source significative de DMT dans le cerveau humain. Ces études dans les années 1990 ont ouvert un nouveau champ de recherche en administrant du DMT à des volontaires humains. Il a documenté des expériences profondément mystiques et transformatrices. Notre glande pinéale a des cellules photoréceptrices qui interagissent avec l'énergie photonique du soleil. Dans la mesure où la glande pinéale transduit cette énergie photonique, disons ce petit laboratoire de transduction qu'a notre glande pinéale, qui est en plus piézoélectrique, etc., est capable de métaboliser cette énergie photonique et de la transduire en diméthyltryptamine, c'est-à-dire en DMT. Cette diméthyltryptamine va activer la zone du cerveau limbique où nous avons l'amygdale et l'hippocampe, qui est précisément là où sont stockés les souvenirs auxquels nous avons associé des émotions intenses, qui peuvent être positives ou négatives. Ces émotions intenses négatives seraient ces traumatismes. Ce principe actif permet l'accès à un monde d'images, à un état modifié de conscience, etc. Mais si nous allons aux étymologies, c'est très curieux, car comment appelle-t-on en quechua l'ayahuasca? On l'appelle la plante, ou la décoction, ou le thé qui nous permet de sortir du corps sans mourir. Voyez ce que je dis, nous pouvons sortir d'un corps sans mourir, et c'est le produit du DMT. Ainsi, le fait que Strassman ait identifié la glande pinéale comme l'organe qui produit du DMT est important et nous connecte à ce que nous disions auparavant, que nous cherchons un endroit qui nous connecte au supérieur, qui nous connecte à ce qui transcende l'homme et brise définitivement la dualité. Le DMT, la diméthyltryptamine, la fameuse molécule de Dieu. Ces molécules, une fois produites naturellement dans le corps et que le corps ne les inhibe pas, car en général, le corps a des mécanismes de blocage, sinon nous serions toujours dans une expérience transcendante.
Mais dans la mesure où, sous certains protocoles, on parvient à profiter un peu de cette diméthyltryptamine, il semble y avoir une corrélation avec ce système d'amortissement de la réalité que nous avons, qui est le système réticulaire. Cette diméthyltryptamine est supposée pouvoir interagir avec notre système réticulaire, étant capable de faire une plus grande ouverture en ce qui concerne ce que filtre ce système réticulaire. C'est-à-dire que nous percevons un peu plus d'informations, et dans la mesure où nous recevons plus d'informations, nous avons accès à des informations que, de manière ordinaire, nous n'aurions pas obtenues. Maintenant, nous recevons des informations de manière extraordinaire, grâce à cette interaction. Cela a conduit le Dr Strassman à théoriser que la glande pinéale pourrait produire du DMT endogène, en particulier lors d'événements critiques comme la naissance et la mort. On entend par chronodisruption le désajustement des horloges internes de notre organisme et donc des rythmes circadiens qui nous connectent au lever et au coucher du soleil, influençant nos niveaux d'énergie et la manière dont nous traversons la journée et nous reposons la nuit. Il existe différents types de chronodisrupteurs, mais le plus important et sur lequel nous allons nous concentrer est l'énorme influence de la lumière sur notre organisme, qui donne lieu au cycle de lumière et d'obscurité qui régule la sécrétion de mélatonine. Les humains peuvent percevoir différentes ondes de lumière, comme la violette, la rouge ou la bleue, qui nous impactent surtout à travers l'utilisation des appareils électroniques, et c'est la plus préjudiciable pour les rythmes circadiens. Selon les experts en santé du sommeil, aujourd'hui, nos cycles de lumière et d'obscurité sont altérés par divers facteurs qui font partie d'un style de vie moderne. Nous nous déconnectons de la nature, et nous pouvons l'observer dans des gestes qui sont devenus normaux, comme aller au lit avec le téléphone portable à la main, ou souffrir du décalage horaire après un voyage avec une grande différence horaire. Notre cerveau est obligé de s'ajuster continuellement à des informations qui sont assez confuses, produisant des changements dans les rythmes circadiens auxquels il est très difficile de s'adapter. De plus, la vie dans des latitudes extrêmes, comme les habitants des pôles, soumis à des périodes de lumière ou d'obscurité constants, voit la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale extrêmement affectée. Mais il y a quelque chose qui altère encore plus le fonctionnement de la glande pinéale: le travail en horaires irréguliers et la pollution lumineuse. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont des emplois en horaires décalés, y compris la nuit, ce qui entraîne une désynchronisation sérieuse des rythmes circadiens. Quelques exemples se trouvent dans le secteur médical, la police, les camionneurs, le personnel de sécurité, les pilotes, les opérateurs d'entreprises de production, entre autres. Cela a entraîné une augmentation des problèmes de santé physique et mentale à court et long terme: insomnie, dépression, anxiété, surpoids, obésité, cancer, troubles gastro-intestinaux sont certaines des maladies associées au désajustement des cycles circadiens. La mélatonine est antitumorale. Surtout, elle est particulièrement efficace pour prévenir certains types de tumeurs d'origine hormonale. Et il existe une infinité d'études qui montrent que lorsqu'une personne a un travail de nuit, surtout les femmes, leur risque de développer un cancer du sein est multiplié. Et selon l'étude, ce nombre peut être de 2 à 4 fois plus élevé, précisément parce qu'elles ne produisent pas cette mélatonine, et cela pourrait aussi être un cancer des ovaires ou, dans le cas des hommes, un cancer de la prostate. D'autre part, nous vivons dans des villes qui ne dorment pas. Si nous regardons le ciel de la ville, il est presque impossible de distinguer les étoiles en raison de la quantité de lumière non naturelle émise pendant les heures d'obscurité. Il est vrai que la lumière à laquelle nous sommes exposés, tous les lampadaires de l'éclairage public sont des lumières LED blanches, même bleues et parfois violettes, que certains ont peut-être vues dans certaines villes. Heureusement, pour l'instant, ce n'est pas partout, mais cette lumière inhibe la production de mélatonine. Si je me promène dans ma ville avec ces lumières allumées, alors que c'est déjà la nuit, et que je rentre chez moi, l'information que ma glande pinéale reçoit est qu'il est midi, et elle cesse de produire de la mélatonine. Cette nuit-là, il n'y a aucune production de mélatonine, aucune régénération du cerveau, aucun nettoyage du cerveau. Nous ne sommes pas conscients des répercussions négatives que cette lumière a non seulement sur notre santé, mais aussi sur l'environnement et le comportement d'autres êtres vivants, des plantes aux animaux, ce qui donne lieu à l'une des problématiques les plus pertinentes en écologie et en durabilité aujourd'hui. Ce qui nous semble maintenant normal et quotidien ne l'est vraiment pas. Autrefois,
les nuits se déroulaient paisiblement, plongées dans l'obscurité, permettant aux gens de se reposer profondément pendant les heures de sommeil pour pouvoir accomplir leurs activités et travaux avec énergie pendant la journée. Un rythme organiquement aligné avec le lever et le coucher du soleil qui générait des rythmes circadiens totalement réguliers et sains. La glande pinéale, connue comme le troisième œil, a captivé l'imagination des philosophes, des scientifiques et des mystiques à travers les âges. Mais aujourd'hui, nous commençons à peine à comprendre pourquoi cette petite glande est cruciale pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Beaucoup de gens choisissent de rester à l'écart de cette réalité médicale et préfèrent rester fidèles à leurs paradigmes obsolètes, maintenant leurs habitudes nocives. Nous espérons que les conseils pour éviter sa détérioration et rétablir son bon fonctionnement apporteront un avenir plus prometteur pour être des personnes plus saines et conscientes. Cependant, la glande pinéale garde encore quelques secrets. La science continue de démêler ses fonctions et de travailler à découvrir son véritable potentiel, de son influence sur les rythmes biologiques à son rôle possible dans la perception de la conscience. Nous sommes sûrs que dans les années à venir, nous ne cesserons de nous émerveiller devant ce changement de paradigme. Une glande pinéale calcifiée peut causer de l'insomnie, de la fatigue chronique ou un manque de clarté mentale, des problèmes que nous normalisons souvent sans en connaître l'origine.